Bonjour. J'avais pas encore vu ce petit déroulé là, c'est assez stressant. Vérifiez vos cheveux, souriez. Bonjour, bienvenue, bienvenue à vous. Alors, j'invite simplement Sylvie Baudot qui va intervenir à monter sur scène. Normalement, vous avez un petit onglet qui indique monter sur scène. Voilà. Et puis donc, on va ouvrir ce webinaire donc des journées d'économie autrement, de cette édition 2020 des journées d'économie autrement. Donc cet atelier consacré à la mobilité, comment assurer la mobilité de tous en milieu rural. Voilà, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Bon, merci à vous de vous être mobilisés, enfin aux intervenants et aux participants. Donc on est 45 participants aujourd'hui. Alors, vous avez dans l'onglet participants la liste, le nom et on peut souvent deviner la structure des personnes. Voilà. N'hésitez pas aussi à utiliser l'onglet du chat pour vous présenter, pour voilà, dire bonjour, mais aussi éventuellement pour vous présenter et indiquer votre structure. Donc cet onglet chat, vous pouvez utiliser l'onglet chat et l'onglet questions tout au long de l'atelier hein, qu'on souhaite le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux questions. Je vous rappelle très rapidement pour les personnes qui n'interviennent pas, si vous pouvez donc couper votre micro. Enfin, je pense que tout le monde aujourd'hui a l'habitude, donc coupez votre micro. Et puis, quand vous souhaitez prendre la parole, donc, l'indiquer via le chat. Et donc, normalement, si j'ai tout compris, vous pourrez intervenir. Alors, donc cet atelier donc sur la mobilité, alors quelques points enfin d'introduction, mais très très rapidement sur le défi que représente la mobilité, notamment pour les territoires ruraux. Les transports sont bien sûr un élément essentiel dans notre vie quotidienne, que ce soit pour aller au travail ou retrouver un emploi, pour se former, pour accompagner les enfants dans leurs activités, pour se soigner. Mais on a un manque de moyens de transport dans de nombreux territoires hein, qui crée un sentiment d'injustice et une forme d'assignation à résidence. Une récente étude a indiqué que 7 millions de Français rencontrent des difficultés dans leurs déplacements quotidiens et qu'un quart des Français déclarent avoir déjà renoncé à un emploi ou à une formation faute de moyens pour se déplacer. La mobilité constitue également, bien sûr, un enjeu écologique et de santé publique majeur. On voit que les déplacements sont le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec environ 30% des émissions en 2017, dont la moitié rejetées par des voitures individuelles. D'un autre côté, les transports connaissent aussi une révolution de l'innovation et des pratiques, et avec de nombreuses offres nouvelles qui se développent et donc de nouvelles solutions qui apparaissent. Et donc, l'objet de cet atelier va être un peu de voir dans quelle mesure aujourd'hui les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent apporter des réponses et peuvent développer ces réponses pour une mobilité durable qui soit accessible à tous. Comment développer ces solutions apportées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment dans le domaine en coopérant avec les acteurs publics locaux, et aussi quelles opportunités pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec de nouveaux besoins et nouvelles orientations. Alors, pour répondre à ces quelques questions, donc nous avons la chance d'avoir des intervenants aujourd'hui qui sont vraiment des acteurs importants du domaine. Alors, on aura donc Bastien Sibyl, donc président de Mobicop, que je pense aujourd'hui beaucoup connaissent et qui voilà, pourra nous présenter aussi la démarche Mobicop plus spécifiquement dans les territoires ruraux. Alexandra de Bézieux, qui est directrice générale déléguée de la société coopérative d'intérêt collectif Railcoop, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Merci Alexandra d'avoir accepté d'intervenir dans ce webinaire. On a également la chance d'avoir donc Sylvie Baudot du Pays de Langres et présidente du syndicat mixte
des transports de Langres et du kiosque mobilité, et Didier Riquet, qui est coordinateur de kiosque mobilité. Bonjour. Et enfin, Albine Serris, qui est déléguée générale du réseau Apreva, un réseau national de garages sociaux et solidaires. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à vous. Normalement, tous les tests techniques ont été faits. Ça devrait fonctionner. Alors, il y a un point qui est important et qui a été rappelé par Véronique Génaud, donc qui est la modératrice de ce webinaire, c'est le respect du temps. Donc, voilà, donc je vous invite à avoir des interventions d'une dizaine de minutes. Donc, l'atelier se terminera à 12h45, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'ateliers qui s'enchaînent dans le cadre de cette journée, de ces 2 jours d'alternative, des journées d'économie autrement d'alternative économique. Je vous propose peut-être de commencer par aller au Pays de Langres avec Sylvie Baudot et avec Didier Riquet, ou dans une démarche de réponse à la mobilité apportée par la collectivité locale, et donc là, autour de la création d'un kiosque mobilité. Alors, Sylvie et Didier, je vous laisse présenter à la fois peut-être un peu les enjeux pour le territoire, les spécificités de votre territoire et les enjeux du territoire, et puis la façon, et puis les réponses qui ont été apportées. Et surtout, ce qui nous semblait intéressant dans la démarche du kiosque mobilité, c'est la façon dont ces réponses ont été construites avec l'ensemble des acteurs du territoire. Sylvie et Didier, je vous laisse la parole donc pour une dizaine de minutes. Très bien. Alors, on va le faire à double fois. Cet enjeu de la mobilité en milieu rural, pour nous, c'était très important, comme d'autres territoires, puisque nous avions évidemment un besoin pour nos habitants d'accéder à nos services, que ce soit les maisons de santé, les maisons de services qui sont déjà sur notre territoire et qui sont implantées sur le Pays de Langres, puisqu'il y a eu cette démarche d'initier voici déjà quasiment près de 10 ans. Et on a aussi tous les commerces de proximité, petits commerces, grandes surfaces, etc., qui elles aussi nos habitants ont besoin de s'y rendre. On a aussi toute la problématique domicile-travail qui est aussi importante, même si pour l'instant notre syndicat mixte des transports du Pays de Langres ne l'a pas encore traité. Et puis, on a toute cette attractivité touristique qui arrive avec une ville de Langres qui était jusqu'à présent ville d'art et d'histoire. Notre Pays de Langres vient aussi d'obtenir le label Pays d'art et d'histoire. Et depuis aussi quelques mois, nous avons aussi le nouveau parc national de forêt qui est aussi sur notre territoire et sur le Châtillonnais. Donc, tous ces enjeux-là d'attractivité touristique viennent aussi s'ajouter, par contre, à une adaptation au vieillissement de notre population, puisque c'est aussi un de nos marqueurs de notre zone rurale, de nos habitats diffus, c'est que la population est assez vieillissante. Et là, on doit aussi répondre à des questions donc de personnes qui sont quand même moins mobiles et qui ont besoin de ces services de transport, de mobilité pour pouvoir notamment rester à domicile le plus longtemps possible et avant d'intégrer une structure adaptée. Et notre société aussi était basée sur, je dirais, sur notre pays en entier, sur de l'autosolisme, sur le 4 roues. Et c'est vrai que la dépendance à l'automobile chez nous est tout aussi prégnante que sur d'autres territoires. Et là aussi, c'est un enjeu où on essaye donc de sortir de ce principe de l'autosolisme, même si cela demandera certainement beaucoup de pédagogie et de communication dans ce sens pour changer les habitudes. Alors, derrière ceci, Lingo est arrivé, c'est-à-dire que cette volonté de centraliser les demandes et les attentes de nos populations au niveau des mobilités. Nous avons créé un kiosque de la mobilité depuis maintenant près de 5 ans,
Il se trouve à Langres, qui est une porte d'entrée, notre ville, la principale, même si elle n'a que 8000 habitants. Et ce lieu centralise toutes les informations, à la fois du transport à la demande que nous avons mis en place pour nos communes et nos bourgs-centres, et également tout ce qui est information du transport urbain qui est sur Langres et ses environs. Et on l'a développé également en fort partenariat avec la ville de Langres. Et depuis quelques temps, depuis quelques mois, nous accueillons donc de la billetterie SNCF. Donc, ça permet également de compléter les services offerts par la gare de Langres, qui est quand même assez excentré du centre-ville et qui est compliqué à atteindre. Donc là, on apporte un service supplémentaire. Et tout ce développement de nos nouveaux services, on l'a vraiment bâti, je ne dirais pas seul, mais vraiment avec le PETR du Pays de Langres. On l'a construit ensemble avec la ville de Langres, avec nos intercommunalités. Et c'est vraiment une démarche, je dirais, collective de territoire où on essaye d'apporter les meilleures réponses possibles. Donc, je pense que Didier peut continuer. Oui. Développement de nouvelles mobilités qui sont actuellement, on essaye d'offrir un bouquet de nouvelles mobilités. Donc l'idée vraiment est que sur le territoire, il y a déjà un service de transport à la demande qui est mis en place depuis une douzaine d'années. Il est apparu qu'il avait aussi besoin d'avoir, en termes d'information, pouvoir avoir un lieu ressource. Donc c'est comme ça qu'a été créé le kiosque de la mobilité, donc il y a maintenant bientôt 5 ans, qui se décline aussi sur Internet, donc pour centraliser les informations sur la mobilité en Pays de Langres. Donc, si Madame Baudot a parlé de la billetterie SNCF, donc la billetterie SNCF, on est à la fois relais en termes du réseau de transport urbain qui existe sur Langres. Ce lieu se veut vraiment un lieu ressource en termes de mobilité sur le territoire, que ce soit sur des services qui sont mis directement en place par notre syndicat ou par d'autres opérateurs comme la SNCF ou la ville de Langres. L'idée, à partir de ça, c'est de pouvoir aussi développer des services. Donc, historiquement, on a un transport à la demande depuis déjà une douzaine d'années sur le territoire, donc qui permet de rabattre 4 demi-journées par semaine les habitants du Pays de Langres sur Langres et Saint-Jaume afin d'accéder au commerce, à l'hôpital, aux différents points de santé ou aux maisons de services publics, par exemple, et aussi un transport à la demande gare qui permet de rabattre sur la gare de Culmont-Chalindrey, donc qui est un nœud ferroviaire historique sur le territoire, donc 2 fois par jour, tous les jours de la semaine. Donc ce service, on a une certaine expérience, il est mis en place depuis, je le disais, une douzaine d'années, mais maintenant on sait que pour répondre aux enjeux qu'a explicité Madame Baudot en introduction, on a besoin de développer de nouveaux services. Le transport à la demande est une brique des services qu'on doit être amené à développer sur le territoire si on veut être à même de répondre aux attentes des habitants. Donc, comment, avec une population qui est à la fois vieillissante, mais qui est aussi en décroissance démographique. Donc, on a ces particularités qu'on retrouve dans un certain nombre de territoires ruraux de toute façon. Donc, à partir de là, l'idée est de réussir à développer, en s'appuyant sur le kiosque de la mobilité, sur notre nouveau nom Lingo, des nouveaux services de mobilité à l'échelle du territoire pour ses habitants. Donc justement, ça va faire écho avec l'intervention de Monsieur Sibyl par ailleurs. On travaille par exemple avec Mobicop, justement pour développer le covoiturage sur l'année 2021 sur le territoire, parce que au gré des échanges qu'on a pu avoir, tant avec les élus quand on va faire des interventions dans les conseils municipaux ou avec les habitants, il apparaît que le développement du covoiturage en milieu rural et de courte distance est un enjeu très important. Donc, on essaie de répondre au maximum aux demandes du territoire pour justement arriver à développer ce qu'on a appelé un bouquet de mobilité. L'idée est que le transport à la demande répond à certains types de besoins pour certains types de déplacements. Le covoiturage répondra à d'autres besoins et aussi arriver à développer d'autres services. On peut penser à l'autopartage, mais aussi développer les mobilités douces que sont le vélo ou la marche. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un certain nombre de briques, de solutions, de services qui permettent à terme à tout à chacun de pouvoir trouver une solution de mobilité lorsqu'il a besoin de réaliser ses déplacements en s'appuyant sur les services que nous serons amenés à développer. D'accord, merci. Il y a une question d'Olivier Jacquin. Est-ce que vous pouvez préciser le nombre d'habitants et le périmètre des interventions et les moyens dont vous disposez
Et le transport à la demande, il est géré par le syndicat mixte? Oui, alors le transport à la demande est géré directement par le syndicat mixte depuis sa création. Donc le syndicat mixte regroupe 123 communes du Pays de Langres. Donc le Pays de Langres, c'est 3 intercommunalités. Les services de transport à la demande donc, est mis en place sur ces 123 communes qui représentent à peu près 37 à 38 000 habitants. En termes de moyens qui soient alloués pour développer ce service de transport à la demande, donc on a une cotisation des communes membres de notre syndicat à hauteur de 4 € par an et par habitant, donc cotisation annuelle, et des conventions avec la région Grand Est pour financer le déficit d'exploitation du transport à la demande. Donc à savoir une convention, concernant le transport à la demande village, donc avec une prise en compte du déficit d'exploitation par la région à hauteur de 50% et à hauteur de 95% sur le rabattement sur la gare de Culmont-Chalindrey. Par ailleurs, pour développer des nouvelles solutions de mobilité, on a été aussi lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt de la région Grand Est dans le cadre de l'initiative territoriale et aussi des fonds leaders pour justement arriver à développer des nouveaux services de mobilité sur le territoire. D'accord, ok. Très bien. Ben, Sylvie Baudot répond en direct sur le chat, donc c'est parfait. Donc il n'y a pas de versement mobilité. J'ai un choix de la collectivité. Pour ce qui est du TAD, il n'y a pas de versement mobilité, mais même au niveau de la ville de Langres. Donc, comme je le disais, où il y a un réseau de bus urbains. Donc, la ville de Langres, c'est à peu près 8 000 habitants. Il y a un réseau de bus urbains, mais il n'y a pas non plus de versement mobilité de mis en place. Et concernant notre syndicat, c'est vrai que Madame Baudot pourra le préciser plus, mais l'idée est vraiment de se baser sur la solidarité entre communes avec cette cotisation annuelle au ratio du nombre d'habitants plutôt que de prélever un versement mobilité. Donc cette question ne s'est jamais posée pour le service de transport à la demande. Non, pour l'instant non. C'est vrai que nous n'avons pas un tissu non plus industriel et économique très dense. Et même si on souhaitait prélever de la mobilité, du versement mobilité, le montant ne serait pas très élevé. Et au vu du contexte actuel aussi au niveau économique, c'est quand même pas très simple chez nous comme ailleurs. Pour l'instant, on ne s'était jamais vraiment axé sur cette possibilité, mais on a plus parié sur la solidarité entre collectivités pour financer le service. D'accord. Et on complète par une billetterie aussi qui représente environ 10% de nos ressources et qui, elle, est basée sur un tarif unique par rapport au trajet. Donc, nous sommes à 3 € du trajet sur nos transports à la demande, que ce soit pour desservir les gares ou pour desservir les bourgs-centres et les villages. Mais enfin, pour l'instant, j'en vois pas sur le chat. Olivier Jacquin, votre dernière question, c'était combien? Alors, je ne sais pas si à quoi faisait référence ce combien. Ici, on a répondu. Voilà, n'hésitez pas à demander des précisions sur le chat ou à intervenir. Ok. Et est-ce que par rapport à d'autres territoires de la région Grand Est, est-ce que un peu il y a des caractéristiques de ce kiosque mobilité de votre territoire? Est-ce que vous avez pu identifier un peu les conditions de réussite? Pourquoi est-ce que ça a pu se mettre en place sur votre territoire, hein? C'est une histoire assez ancienne, puisque ce kiosque de la mobilité, à la base, c'est une idée donc d'une association qui s'appelle Déplace sur notre territoire et qui est un petit peu un catalyseur, un récepteur des attentes du citoyen lambda. Et on avait bâti ce projet un petit peu en concertation depuis au moins une dizaine d'années avec eux. Et par ailleurs, on s'était déplacé sur d'autres territoires, je dirais méridionaux de notre pays. Et on avait vu que ce système de kiosque de mobilité pourrait être très intéressant dans des endroits notamment ruraux un peu denses. Et il a fallu aussi le temps que financièrement et que dans les esprits, ça s'installe et que cette collaboration, nous, à la ville de Langres, puisse se faire. Et c'est vrai que ça nous a pris, je dirais, quasiment 4 à 5 ans pour installer ce kiosque de la mobilité. Mais aujourd'hui, avec un retour d'expérience de quasiment 5 ans, on peut dire que c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'important et d'essentiel. Il faut avoir vraiment ce lieu ressource, comme le disait M. Riquet,
pour pouvoir recevoir, informer, accompagner. Et physiquement, c'est essentiel si on veut développer les mobilités. Pour moi, tous les réseaux sociaux, même s'ils sont super importants, Internet et tous les moyens, les applis qu'on peut avoir aujourd'hui, ne remplaceront jamais le contact humain et l'échange que certains ont besoin. On n'a pas forcément que des populations connectées. On a aussi des seniors chez nous qui ne sont pas tous non plus à l'aise avec l'outil numérique. Et ce kiosque de la mobilité, véritablement, on se rend compte aussi que les personnes fragiles, on reçoit aussi des demandeurs d'asile qui sont sur l'encre, des personnes qui ont quand même des revenus parfois qui sont un peu élevés. Et c'est vrai que là, on les accompagne véritablement. On le soulignait encore avant-hier soir dans le comité syndical, ce kiosque de la mobilité, c'est vraiment la pièce essentielle au développement de la mobilité en milieu rural et aussi, je pense, à l'accompagnement aux nouvelles mobilités, tel que M. Riquet a pu vous le dire tout à l'heure. Ce lien humain qui est essentiel. Alors, j'ai vu quelques questions sur le chat. Je vais essayer d'y répondre rapidement parce que je vois qu'on dépasse. Pour répondre à Madame Beko-Anso sur les raisons de la non-adhésion de certaines communes. Certaines communes peuvent mettre en avant le coût de l'adhésion, donc les 4 € par habitant et par an au syndicat. D'autres communes étaient, on va dire, plus frileuses sur la peur du fait d'amener le service de transport à la demande pouvait, d'une certaine façon, dévitaliser, enfin enlever une partie de l'intérêt de leur commerce qui restait dans des petits bourgs, donc des petites épiceries entre autres. Donc c'est les 2 raisons qui reviennent le plus souvent sur cette non-adhésion. Le coût financier ou la peur, entre guillemets, d'attirer les habitants des villages vers l'Angre-Saint-Jean pour réaliser leurs achats en particulier. Ok, merci. Une autre question sur la plus longue distance. Ah, nous avons perdu l'animatrice, donc je vais... pour le VM, le versement mobilité, Monsieur Jacquin, il y a une étude qui est menée actuellement par le PETR, justement par rapport à la prise de compétences mobilité. La dernière estimation, elle est assez grossière, mais ce serait entre 160 000 et 240 000 € par an. Et Madame Classine, sur des relais ou permanences dans les autres communes ou pôles locaux, pour l'instant non. Après, c'est vrai qu'on s'appuie, donc on a un comité syndical, on a plus de 120 délégués, on s'appuie sur nos délégués dans les communes pour être le relais de la bonne parole, on va dire, et promouvoir tant les services qui sont mis en place déjà sur le territoire et aussi nous faire remonter les questions et justement les besoins des habitants des communes. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être qu'on donne la parole à Albin Seris. Est-ce que, je ne sais pas, Didier Riquet, Sylvie Baudot, si vous avez la possibilité d'indiquer vos coordonnées pour que les personnes qui auraient des questions plus précises puissent revenir vers vous, et peut-être le site de la plateforme Ligo. Ligo, très bien. Je note tout ça dans le chat. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sylvie et Didier. Je vous propose alors d'écouter une autre type d'expérience et de réponse, c'est les garages solidaires, avec donc Albin Seris du réseau Apreva. On a plus l'habitude d'avoir ces expériences de garages solidaires en milieu rural, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Mais le réseau Apreva a aussi développé des garages solidaires en milieu rural. Alors, moi, je ne vois plus Albin Seris. Je ne sais pas si vous la voyez, vous. Ah. Oui, oui. Ah bon, alors très bien. Alors, c'est peut-être la bande passante, je suis en filaire. Donc, Albin Seris, peut-être si vous pouvez présenter alors, rapidement le principe des garages solidaires et puis les spécificités des garages solidaires en milieu rural à partir de l'expérience du réseau Apreva. Très bien. C'est parti. Les garages solidaires, en fait, ça existe depuis les années 80 et il y a eu une sorte de nouveau mouvement à partir des années 2000-2010, donc avec une nouvelle génération de garages solidaires qui se sont créés. Le constat de base, c'était qu'effectivement,
l'entretien d'un véhicule, ça coûte de plus en plus cher. Et en même temps, pour l'insertion professionnelle notamment, on a de plus en plus besoin d'avoir recours aux déplacements, et notamment déplacements par voiture, parce que la distance domicile-travail n'a fait que s'agrandir ces dernières années. En plus, les métiers les plus précaires et les plus accessibles sont souvent ceux où on a besoin d'une voiture pour y aller, parce que ce sont des horaires décalés, du travail de nuit, des zones agricoles ou industrielles, donc non desservies par les transports en commun. Donc effectivement, la voiture, malheureusement, encore aujourd'hui, est un atout, est un outil plutôt qui est très important pour l'insertion sociale et professionnelle. Et donc les garages solidaires essayent de répondre à ce besoin-là pour que ces personnes puissent entretenir leur véhicule, disposer d'un véhicule pour effectivement reprendre pied, avoir ou se maintenir dans l'emploi et la formation. Donc ça, c'est l'idée de base des garages solidaires, qui sont la plupart sous forme associative, en tout cas issus de l'économie sociale et solidaire. Ce sont aussi souvent des structures d'insertion, donc qui accueillent des personnes éloignées de l'emploi sur des métiers de mécanique. Donc du coup, on a une double finalité sociale finalement dans ces garages solidaires qui font de l'insertion par l'insertion pour l'insertion. Donc que proposent ces garages solidaires? Évidemment, donc la réparation, l'entretien des véhicules, mais aussi bien souvent la location de véhicules également. Ça peut être aussi des services annexes, vous en parliez juste avant dans l'intervention juste avant, donc de transport à la demande, de transport d'utilité sociale. On peut aussi avoir du conseil en mobilité, l'orientation vers d'autres professionnels, que ce soit dans le milieu social ou dans le milieu des transports, selon la situation de la personne. Et donc, effectivement, ces garages solidaires, on va les retrouver aussi bien en milieu périurbain, dans les quartiers politiques de la ville, mais aussi, bien sûr, en milieu rural, puisqu'on a encore, évidemment, vous le savez, une forte dépendance, une dépendance encore accrue en milieu rural à la voiture par rapport au milieu urbain. Donc, les spécificités, effectivement, des garages en milieu rural, la première, c'est évidemment cette dépendance à la voiture, mais ça va être aussi parfois un tissu d'artisans garagistes qui peut être fragilisé. Bien souvent, hein, même s'ils ont des entreprises qui ne sont pas spécialement de l'économie sociale et solidaire, mais des entreprises classiques, les artisans essayent eux-mêmes de faire à leur échelle un peu des tarifications sociales, de s'adapter à leurs clients qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus. Et donc, c'est vraiment une des spécificités et aussi un peu une des conditions de réussite de la part des garages solidaires, c'est de ne pas venir en concurrence involontairement avec ces artisans garagistes qui parfois eux-mêmes peuvent avoir de forts enjeux pour se maintenir. Donc effectivement, voilà, on va avoir cet élément qui est très important quand on crée un garage solidaire. Également, la particularité des garages solidaires en milieu rural, c'est que justement, ils sont obligés de développer un bouquet de solutions, un peu comme ce que vous disiez juste avant, c'est un terme que nous aussi on emploie, parce que la voiture, nous, dans notre réseau de garages et de loueurs solidaires, on la voit non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen. Et donc, effectivement, on ne peut pas se remettre uniquement au fait de posséder une voiture pour être autonome. Il y a aussi, bien sûr, d'autres solutions, parce que parfois, on a des personnes qui ne peuvent pas conduire, des personnes en situation de handicap ou qui sont âgées ou qui n'ont pas le permis. Donc, il faut aussi pouvoir proposer plusieurs solutions et d'être plutôt un relais mobilité sur un territoire que simplement une prestation à bas coût. Ça, c'est vraiment ce qui va différencier un garage solidaire d'un garage classique, finalement. Donc, effectivement, et c'est aussi fois une condition de réussite un peu si on veut monter un garage solidaire, c'est qu'il faut pouvoir proposer un ensemble de solutions, soit par soi-même en développant ses services, soit en concluant des partenariats avec d'autres associations ou les collectivités ou des entreprises qui opèrent ces autres services. C'est extrêmement important parce que en termes après d'équilibre économique de la structure elle-même, même si il peut y avoir des subventions ou des choses comme ça, on est sur des modèles qui sont bien sûr toujours dépendants de soutien extérieur, surtout si on veut maintenir une tarification sociale. Donc il est extrêmement important de pouvoir multiplier les conventions, les partenariats, à la fois donc pour l'équilibre, mais aussi effectivement pour répondre aux multiples besoins de mobilité qui peuvent exister sur un territoire.
Peut-être une précision par rapport au garage solidaire. Effectivement, il s'adresse en priorité à un public défini par des critères de revenus ou qui est orienté par d'autres partenaires comme le Pôle emploi ou les missions locales, etc. Ils peuvent aussi être ouverts à tous, mais à ce moment-là avec une tarification différenciée, encore une fois pour ne pas faire de concurrence déloyale vis-à-vis du secteur des garages traditionnels. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans le désordre. Peut-être un petit mot sur le réseau Apreva que je représente. C'est un réseau donc, de garages et de loueurs solidaires. Nous sommes 25 adhérents du Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées-Orientales avec quelques petits trous dans la raquette. Et effectivement, notre objet, c'est justement de faire de l'échange de bonnes pratiques, de faire des conventions également au national pour renforcer, développer ces garages qui répondent toujours mieux aux besoins des personnes. Et effectivement, l'orientation la prise de conscience depuis 2 ans, c'est également la dimension environnementale, puisqu'encore une fois, pour nous, la voiture est un moyen et n'est pas une fin en soi. Et on essaye de travailler à des dispositifs qui permettent d'avoir des mobilités qui sont plus partagées, plus douces. Et quand on est obligé de prendre sa voiture, eh ben, effectivement, peut-être de favoriser à ce moment-là l'autopartage ou le covoiturage pour limiter l'impact environnemental, mais aussi effectivement proposer plus de solutions. Si tout le monde propose des places de covoiturage ou met à disposition sa voiture quand il n'en a pas besoin, eh ben, ça fait aussi plus de solutions sur le territoire pour des personnes qui ne possèdent pas de voiture. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Voilà, c'était à peu près la présentation. J'ai essayé de tenir le timing. Parfait. Merci beaucoup Albine. N'hésitez pas à poser des questions. Et est-ce que vous intervenez à la demande de collectivités, par exemple? Est-ce que le réseau peut intervenir à la demande de collectivités ou d'associations locales qui souhaitent développer un garage? Est-ce qu'il y a une mission un peu d'appui, d'accompagnement pour des projets émergents? Absolument, c'est notre objet social. C'est notre objet social, donc on le fait. Et en plus, ça nous permet nous-mêmes, en tant que réseau, d'exister et d'avoir des salariés, puisque pour information, la cotisation, elle est de 100 € par an. Donc, c'est pas comme ça que voilà, on peut fonctionner en autonomie. Donc, on intervient en fait dès l'amont, par exemple avec les collectivités sur des études d'opportunité, de faisabilité, où justement on va pouvoir interroger l'existant local, le secteur commercial, mais aussi les autres acteurs de la mobilité. Après, on va être vraiment sur l'opérationnel pour monter, faire des scénarios juridiques, économiques de la meilleure forme que pourrait prendre le potentiel garage solidaire. Et après, on peut aussi intervenir vraiment au moment de l'ouverture sur du transfert de compétences, de la formation des salariés sur la spécificité de la gestion, par exemple, d'une flotte en location sociale ou de la gestion d'un atelier en insertion. Donc, sur tous les jalons du projet, on peut intervenir, que ce soit avec les associations ou les collectivités. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Albine. Je propose peut-être de prendre une question et de la poser à ceux qui veulent et de la poser à Bastien Sibylle pour la présentation qui enchaînera sur la présentation de Mobicop. C'est donc une question sur un constat que la voiture en milieu rural reste un outil clé. Et que pensez-vous de la méthanisation qui permet de la production de biométhane et donc une amélioration de la résilience des territoires ruraux et une plus-value environnementale? Est-ce que vous avez les uns et les autres un avis, une réflexion sur la question? Moi, si je peux intervenir, effectivement, alors en ce qui nous concerne, nous, on réfléchit aussi à peut-être la transformation des véhicules thermiques, parfois qui peuvent, alors pas forcément avec la méthanisation, mais aussi potentiellement avec l'éthanol. Donc, en tout cas, c'est des réflexions technologiques. La méthanisation, nous, on le voit peut-être comme un outil effectivement énergétique parmi d'autres. En ce qui nous concerne, on avait un adhérent qui était dans le Lot où il y avait eu quand même un problème environnemental lié à une usine de méthanisation. Donc, on est un peu prudent aussi sur cette éventuelle source d'énergie. Mais pourquoi pas? Ok, merci. Je sais pas si. Est-ce que Bastien, plus généralement sur la présentation de Mobicop, peut-être sur ce sujet, puisque j'imagine que c'est aussi des sujets
qui t'intéresse. Donc Mobicop, déjà une plateforme coopérative, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est vrai qu'on commence à en parler de plus en plus. C'est pas forcément toujours très clair. Et puis sur la façon dont Mobicop travaille les territoires ruraux, ça a déjà été rapidement évoqué par le Pays de Langres. Est-ce que tu peux nous présenter Mobicop? Eh bien, très volontiers. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation ce matin. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je vois dans la liste des participants beaucoup de noms connus et dont certains sont importants dans notre démarche. Donc, je suis d'autant plus ravi d'être là ce matin. Écoutez, et alors notamment en rebondissant sur les deux précédentes interventions, je pense que je vais présenter évidemment Mobicop et puis dire quelques mots sur l'enjeu des plateformes coopératives parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est aujourd'hui assez actuel, mais je voudrais vite rentrer sur les questions de mobilité solidaire qui sont au cœur de nos discussions ce matin autour des enjeux dans les zones rurales. Donc Mobicop, effectivement, c'est une plateforme coopérative de partage de la mobilité. On agit sur deux grands types de partage. D'abord, le covoiturage, que tout le monde connaît, et puis la mobilité solidaire, que je développerai dans quelques instants. On regroupe un peu plus de 450 000 comptes utilisateurs qui sont répartis de façon d'ailleurs assez paritaire entre nos plateformes territoriales et notre plateforme nationale, puisque nous agissons à la fois sur l'ensemble du territoire français via la plateforme nationale mobicop.fr, mais aussi sur des plateformes régionales que nous développons pour les territoires et à toutes les échelles. Nous travaillons pour 4 régions, nous travaillons pour des grandes métropoles comme le Grand Lyon, etc. Nous travaillons pour des territoires de plus petite dimension, mais qui sont aussi au cœur de notre raison d'être et ce qui vient d'être développé par le Pays de Langres, je pense, atteste de l'importance de cette action au plus proche des territoires. Alors, quelle est la différence pour répondre à ta question, alors, entre une plateforme coopérative et une plateforme non coopérative? La différence essentielle, c'est que la plateforme coopérative est portée par une coopérative. Je dirais, c'est sans doute la façon la plus simple de le dire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qui fait que nous, plateformes coopératives, nous sommes différents d'autres grandes plateformes numériques qui ne sont pas coopératives? D'abord, nous essayons de ne pas extraire la valeur de la communauté qui la produit. C'est-à-dire, là, on parle de partage de mobilité, essayer de ne pas ponctionner les gens qui, tous les jours, font un acte de solidarité fort, parce que ouvrir sa voiture, c'est un acte de solidarité fort, et bien de ne pas aller prélever une commission sur ces citoyens et ces citoyennes qui s'engagent dans le partage de leur mobilité. Donc ça, c'est un premier élément. Ne pas ponctionner, ne pas prélever, ne pas sortir la valeur des territoires et des hommes et des femmes qui sont engagés dans des actes de collaboration. Deuxièmement, dans la façon dont on le fait, eh bien, nos infrastructures sont en logiciel libre. Alors, ça a l'air peut-être un peu technique, mais ça ne l'est pas. Ça veut dire que les territoires pour lesquels nous travaillons, demain, peuvent travailler indépendamment de nous parce qu'ils ont le code source, ils peuvent accéder au code source qui leur permet de partager leur mobilité sur leur territoire. C'est donc un élément de résilience des territoires, et c'est très important. Dans le même ordre d'idées, nous travaillons sur les questions de coopératives de données, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de la donnée un bien commun. Et on voit bien, nous qui travaillons avec beaucoup de territoires, que le fait de réussir à mettre en lien différentes échelles territoriales autour de la donnée, c'est un sujet tout à fait crucial. Et puis enfin, et après je vais vraiment passer à la mobilité solidaire parce que c'est ça dont il faut qu'on se parle plus, mais enfin, il y a la question de la gouvernance. Comment est-ce que l'on fait pour que toutes les parties prenantes d'une plateforme numérique, donc les utilisateurs, les territoires, les financeurs, les salariés, etc., soient associés dans la gouvernance. Et là, je veux dire, mais je l'ai déjà dit dans le passé, et je le redirai dans le futur, à quel point la forme de SIC pour les territoires, sociétés coopératives d'intérêt collectif, est vraiment très intéressante dans le cadre des plateformes coopératives. Je finis sur ce segment-là parce que, une fois que j'ai dit ça, eh bien, l'enjeu de la mobilité solidaire, c'est-à-dire l'enjeu du partage
de la mobilité grâce à des plateformes, qu'elles soient coopératives ou non d'ailleurs, sur des territoires qui sont trop peu densément peuplés pour qu'on ait suffisamment d'offres et de demandes pour que des mécanismes de partage de la mobilité du type de celui qu'on connaît par exemple sur Blablacar puissent avoir lieu. Le fait qu'on apporte quand même la mobilité à ces territoires-là. Le fait que des personnes qui sont plus loin des nouvelles technologies, et l'intervention de M. Riquet le rappelait tout à l'heure, il y a un certain nombre de gens, parce que trop âgés et n'ayant pas baigné dans ces technologies-là avant dans leur vie, parce que étant en rupture, alors en rupture économique, suite à des situations difficiles, en rupture de santé aussi, c'est-à-dire qui ont des difficultés à entrer, par exemple, dans des véhicules qui ne sont pas standardisés pour ça. Il faut absolument qu'on apporte à ces publics-là des solutions de mobilité. Pour plein de raisons, mais j'en citerai deux. La première, c'est parce qu'ils en ont besoin. Ça se suffit en soi. Or, ce besoin est très peu et insuffisamment adressé, voire pas du tout par les plateformes numériques habituelles. La seconde, c'est qu'on ne fera pas la transition écologique de la mobilité si on laisse tous ces publics-là sur le bord de la route. Or, la raison sociale de notre coopérative à Mobicop, c'est de faire baisser l'autosolisme, c'est de faire entrer la mobilité dans sa transition écologique, et nous refusons de le faire uniquement pour les grandes villes, pour des gens qui ont un capital culturel important, un capital économique important, et qui donc ont toutes les facilités pour partager leur mobilité. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la mobilité solidaire, le fait de pouvoir desservir ces zones rurales, est consubstantiel avec notre mission écologique de partage de la mobilité. Une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on fait pour le faire? Alors c'est là que la chose devient plus compliquée quand même. Pourquoi? Parce que nous, notre façon de travailler le partage de la mobilité, c'est de mettre en face une offre de partage de la mobilité, quelqu'un qui veut bien ouvrir sa voiture le matin pour prendre quelqu'un, avec une autre personne qui, elle, souhaite aller à un endroit mais n'a pas de voiture. Or, dans les zones rurales avec lesquelles nous travaillons, ces mécanismes ne marchent pas. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui veulent partager, qui peuvent partager leur trajet au quotidien, et de personnes qui en cherchent pour qu'on arrive à faire ce matching. Alors du coup, il faut trouver un autre mécanisme. Et cet autre mécanisme, il se base, et nous le construisons, sur la solidarité sur les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un certain nombre d'acteurs sur les territoires, de personnes, comme vous et moi, décident qu'ils sont prêts à se dérouter dans leur trajet pour aller chercher quelqu'un qui en aurait besoin. Donc, ils font plus du covoiturage d'un point A à un point B, et puis, ok, je suis prêt à prendre quelqu'un sur mon point A et puis l'amener à mon point B. Ils sont prêts à se dérouter vers un point C pour prendre quelqu'un qui en aurait besoin. Quelqu'un qui est trop éloigné, qui n'est pas sur l'axe, qui n'est pas sur la route, quelqu'un qui a une difficulté de santé, économique, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, on appelle ça des covoitureurs bénévoles. Alors, l'intérêt de la loi d'orientation des mobilités, c'est qu'elle a clarifié la façon dont les autorités régulatrices de la mobilité peuvent s'emparer de ce sujet-là, et donc permet aujourd'hui d'inciter légèrement ces bénévoles, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que le strict défraiement de la course. Donc, avec nous, la masse d'utilisateurs qu'on a, avec les territoires, on est capable d'aller chercher des bénévoles sur les territoires qui sont donc prêts à se dérouter un peu dans leur covoiturage, voire même, de temps en temps, à faire du transport à la demande, entre guillemets, c'est-à-dire à faire un trajet qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Pour faire ça, et ça rebondit sur la présentation du Pays de Langres, parce qu'une chose extrêmement importante a été dite, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les interfaces. Ça ne marche pas. Tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas un ordinateur. Et donc, c'est important pour nous de remettre de l'humain, de remettre une technologie qui est bien maîtrisée par l'ensemble de la population, qui est le téléphone. Donc, on déploie des centres d'appel avec les territoires.
Et en plus de résoudre un problème technologique, ça résout surtout un problème humain, parce que les gens ont besoin de se faire confiance. Donc, en gros, on arrive sur un territoire fait appel à nous, et on lui déploie une interface et une solution de centre d'appel pour qu'il ait une liste de bénévoles, et ça, on s'occupe aussi de l'animation sur le territoire du bénévolat, et que quand il y a une personne qui est en difficulté, qui cherche à se déplacer, eh bien, avec la liste des bénévoles, le centre d'appel, on arrive à mettre en place à faire cette mise en relation. Alors, on est sur des mécanismes nouveaux, on est sur encore de l'expérimentation, mais qui commence à être bien structuré chez nous, puisque on a 2 territoires qui, depuis 1 an, ont déployé les services en Bretagne, avec le département de la Drôme. On a d'autres territoires qui sont en train de les déployer. On a entendu le Pays de Langres. Donc, on voit qu'on est en train de structurer un nouveau type de service pour ces territoires ruraux. Voilà, on a des questions qui sont des questions de financement de ça. Là, je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Il y a eu un appel à projet FSE porté par la VISE. Nous y avons répondu et on espère que ça pourra aussi aider sur le plan financier. Et encore une fois, je souligne le rôle absolument crucial des collectivités territoriales, parce que c'est elles qui sont proches des besoins de leur public, c'est elles qui financent une partie de ces dispositifs, et donc elles jouent évidemment le rôle le plus important dans ce déploiement de nouvelles mobilités pour des publics ou des territoires qui en ont besoin. Voilà, je vais peut-être m'arrêter maintenant et puis qu'on puisse prendre des questions. Merci beaucoup, Bastien, pour cette intervention. C'est vrai qu'on pourrait y consacrer une journée entière, mais je pense qu'on le fera. Autour du projet de Mobicop et de la mobilité durable. Je vous propose de passer la parole et puis ensuite, effectivement, je reviendrai vers vous avec quelques questions qui vous concernent tous. Avec Alexandra de Bézieux, donc qui est déléguée générale déléguée de la SIC Railcoop, alors qui est une SIC dont Bastien a présenté les caractéristiques et surtout l'intérêt pour des projets de territoire et associant les collectivités et les citoyens. Railcoop a pour ambition de redonner du sens à la mobilité ferroviaire, à s'attaquer au transport ferroviaire. Est-ce que Alexandra peut nous présenter rapidement Railcoop et puis la façon dont Railcoop pourra répondre demain aux enjeux de mobilité en milieu rural. Alors, ton micro n'est pas activé. Non, ton micro n'est pas activé. Normalement. Non, on ne t'entend pas. Ah, je crains qu'on ait perdu Alexandra. Je reviens. Est-ce que vous m'entendez? Ah ben voilà, Alexandra qui oui, revient. Super. Bonjour, excusez-moi, je n'arrivais pas à activer mon micro. Oui, merci Anne-Laure. Alors effectivement, donc Railcoop donc est une société coopérative d'intérêt collectif, comme ça a été dit, donc associe dans sa gouvernance finalement tous ceux qui ont intérêt à un moment à remettre du train là où il n'y en a plus, que ce soit pour le transport de personnes ou de marchandises. Donc on a été créé il y a 1 an. On n'est pas encore officiellement entreprise ferroviaire, on va le devenir l'année prochaine. Mais donc effectivement, notre objectif, c'est bien de développer la mobilité. Alors à la fois la mobilité ferroviaire, à la fois sur des grandes transversales
donc des liaisons province-province, c'est-à-dire que d'aller vraiment aujourd'hui où les grands opérateurs, l'opérateur historique, en l'occurrence la SNCF, ou d'autres opérateurs demain à l'aune de l'ouverture à la concurrence, ne vont pas forcément aller. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le transport de personnes, on a essentiellement de la grande vitesse, des radiales Paris-Province, et vous avez un petit peu de dessertes, bien évidemment, via les TER notamment qui existent dans les territoires, qui sont subventionnés par les régions. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on partage tous un peu ce constat-là, qu'il y a des territoires qui ne voient plus circuler des trains alors que l'infrastructure est là, les gares sont là, etc. Et donc, nous, on est parti de ce constat-là il y a 2 ans en se disant, mais là, il y a quand même un réseau. Alors, certes, on pourrait se dire qu'il pourrait être amélioré, qu'il n'est pas partout en très bon état, mais en tout cas, on a quand même un réseau qui est là. Il y a quand même des gares au niveau français, il y a quand même un maillage territorial avec ce réseau ferré. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Et c'est comme ça qu'est né RICOP, en se disant, et d'ailleurs, si je reviens même à l'origine, vraiment aux toutes premières réflexions de RICOP, c'était vraiment de se dire, donc c'était un petit groupe de personnes situées dans le Lot, c'était de se dire, mais justement, voilà, on vient s'installer dans un territoire rural, avec effectivement, je voyais tout à l'heure dans le chat, et c'est vrai que c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire avec une certaine ambition de retrouver une qualité de vie à la campagne et tout ça. Et puis finalement, on est obligé d'avoir une voiture individuelle. Voilà. Et donc, il y a quand même un paradoxe. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour reconnecter finalement ces territoires ruraux avec un système de mobilité qui soit finalement le moins carboné possible. Et le train reste quand même une des solutions aujourd'hui, mis à part bien évidemment le vélo, la marche à pied, mais en tout cas, ça fait partie des solutions de mobilité les moins carbonées. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet RICOP, avec vraiment cette ambition de se dire, développons le maillage ferroviaire français, proposons des services pour reconnecter les territoires, pour renforcer la mobilité de certains territoires, mais aussi, et ça fera peut-être l'objet du débat après en deuxième partie, mais je pense qu'il y a aussi un sujet, et c'est là où le train peut apporter une solution. Il y a l'enjeu de la mobilité dans les territoires ruraux, mais il y a aussi quelque part l'enjeu de la non-mobilité. C'est-à-dire que quelque part, le train, et en tout cas c'est notre vision, peut permettre d'apporter un certain nombre de biens ou de services dans les territoires. Et c'est toute la réflexion aujourd'hui qu'on a, par exemple, qu'on mène avec le territoire de Ghana, dans l'Allier, qui est devenu sociétaire de RICOP, autour de la gare de Ghana, et où on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut développer là sur ce territoire en termes de services? Comment le train peut finalement emporter un certain nombre de biens ou de services qui vont peut-être venir nourrir le territoire? On a un cercle de travail qui a été monté au sein de la coopérative sur ces sujets-là, qui s'appelle Train réinventé, nouveaux services en gare, qui associe par exemple une association qui est sociétaire de RICOP. Donc c'est aussi pour vous montrer la diversité du sociétariat et comment cette intelligence collective se crée autour d'un outil qui est le train. Une association qui s'appelle le Livre réinventé, qui travaille justement sur l'accès aux livres, à la culture dans les territoires ruraux. Et donc, cette association est devenue sociétaire de RICOP et participe aux travaux de réflexion autour notamment de ces questions de nouveaux services à bord, de nouveaux services en gare, etc. Donc voilà, donc RICOP a été créé vraiment avec cette ambition de venir en complémentarité des services existants. L'idée n'est pas de répondre à des délégations de services publics et de se positionner en concurrence frontale avec la SNCF ou avec d'autres demain. C'est pas du tout ça notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est plutôt de co-construire avec les acteurs des territoires des services ferroviaires qui sont pertinents pour ces territoires-là. Encore une fois, sous forme de desserte ferroviaire, mais sous forme aussi de services à bord qu'on peut imaginer. Enfin, voilà. Et la complémentarité aussi avec un écosystème. On parlait tout à l'heure des garages solidaires, de Mobicop. Ce que vous évoquiez sur Langres, moi, je trouve ça très, très intéressant aussi, parce qu'effectivement, on sait très bien que la gare, elle amène à un endroit, mais ensuite, on n'est pas arrivé forcément chez soi ou exactement où on veut aller. Donc, il faut penser effectivement à un écosystème plus global. Et donc, c'est tout à fait l'état d'esprit et la philosophie dans laquelle s'inscrit RICOP. Alors, peut-être pour vous dire un peu concrètement, donc, je vous disais, on travaille pour devenir entreprise ferroviaire. Donc, on est en train de finaliser, on est encore en train de mobiliser des sociétaires, parce que pour devenir entreprise ferroviaire, il faut qu'on ait un capital social d'1,5 million d'euros.
On approche les 900 000 €. On a plusieurs collectivités qui nous ont rejoints. On a tous les jours des citoyens qui nous rejoignent. On a des associations. Donc, ça avance bien. Mais voilà, on n'a pas encore le capital social. Donc, je lance aussi un appel ici en disant si le projet vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à devenir sociétaire. C'est sur le site de RICOP et tout le monde peut devenir sociétaire, personnes mineures, personnes majeures, associations, collectivités. Donc, voilà. Donc, on approche du capital social requis pour devenir entreprise ferroviaire. On va déposer notre dossier de licence l'année prochaine ainsi que notre certificat de sécurité. Et donc, on opérera nos premiers services fret dès 2021 entre Figeac et Toulouse, et voyageurs dès 2022 sur une première transversale qu'on a notifiée à l'autorité de régulation des transports et qui n'a pas fait l'objet d'une saisine. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas d'obstacle réglementaire à opérer ce service, qui est la transversale entre Lyon et Bordeaux, qui va desservir justement tous ces territoires du Massif central, donc de l'Allier notamment, enfin de la Loire, de l'Allier, etc. Donc en passant par Gannat, Montluçon, Limoges. Voilà. Et on a notifié deux autres services, dont une qui va passer pas très loin de chez vous, à Culmont-Chalindray. Donc, je pense que quand on lancera le service, bien évidemment, on reprendra contact avec vous, ou bien certainement en amont. Mais donc, on a notifié deux autres services, la ligne Lyon-Thionville, donc qui va passer par Dijon, Culmont-Chalindray, etc. Et puis, la ligne Toulouse-Rennes, qui va passer par Limoges. Donc, vraiment, notre ambition, c'est d'aller sur ces grandes lignes province-province, sur de l'intercité, des lignes classiques. On ne va pas chercher, l'enjeu, ce n'est pas de chercher la vitesse, ce n'est pas de chercher la performance, c'est plutôt de chercher à apporter un service au territoire, que ce soit aux usagers, que ce soit aux entreprises des territoires, etc. Et puis, on réfléchit aussi sur des dessertes de villes moyennes, donc sur des territoires plus ruraux. Par exemple, actuellement, on a une étude qui a été lancée autour du territoire du Livradois-Forez, si certains connaissent. Donc, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, vers la Chaise-Dieu, le Puy-en-Velay, qui est un territoire très rural. Donc, effectivement, c'est un territoire très peu dense. Il y a une infrastructure ferroviaire qui est là, sur laquelle circule finalement aujourd'hui un petit train touristique, un tout petit peu de fret. Et on se dit qu'il faut vraiment penser de voir comment. Donc, on travaille avec le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez. On travaille avec l'ADEME aussi, qui cofinance cette étude sur la réflexion sur l'utilisation de cette infrastructure ferroviaire. On est vraiment en train de réfléchir à la manière dont on peut développer un service qui soit économiquement viable et qui serve au territoire. Parce que ce que j'ai peut-être pas suffisamment dit, puis après je m'arrête là, ce que j'ai peut-être pas suffisamment dit, c'est qu'on est une société anonyme à capital variable. On est une société coopérative d'intérêt collectif, mais on est une société anonyme à capital variable. Donc, on est une société de l'économie, on est régi par le Code du commerce. Donc, on doit trouver un équilibre économique sur les services qu'on va déployer. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire aussi de trouver cet équilibre économique, en tout cas sur cette première ligne Bordeaux-Lyon. C'est en réfléchissant non pas encore une fois en maximisant le nombre de passagers à bord de nos trains, parce que c'est pas ça l'enjeu quand on dessert des territoires. Alors Bordeaux et Lyon, c'est des métropoles, mais je veux dire tous les territoires intermédiaires, sont certes des pôles urbains, mais il y a quand même des très petites villes qui vont être desservies. Donc c'est pas de maximiser le nombre de personnes à bord, c'est plutôt de voir comment, encore une fois, on dégage de la valeur pour les utilisateurs et pour les territoires. Donc voilà, pour illustrer, dans nos trains, on a envisagé d'avoir par exemple un wagon-fourgon qui permettra l'emport de bagages volumineux, donc la poussette des enfants, la planche de surf. Si une équipe de sport demain veut aller de Limoges à Lyon pour une compétition, et ben voilà, s'il faut qu'ils emportent des équipements sportifs, etc., ce sera possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, donc souvent on se rabat sur la voiture. Donc voilà un petit peu la réflexion autour du projet RICOP. Merci beaucoup Alexandra pour cette présentation. Vraiment, je suis fascinée par tous vos projets vraiment enthousiasmants, que je trouve vraiment très 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 intéressant. Puis je trouve vraiment qu'aujourd'hui on voit que ces projets l'économie sociétaire commence à être un peu à échelle, avoir en tout cas cette ambition à la fois nationale de réponse à un besoin ou de réponse à tous les besoins d'un territoire, et en même temps fortement ancré dans les territoires, en mobilisant les citoyens, les habitants. Vraiment, je trouve ça
suis passionnée, même si c'est un samedi matin, c'est parfois un peu dur, mais merci beaucoup. Merci aussi pour les partages sur le chat de vos expériences et de vos témoignages. Alors, je prends la connexion. Alors, notamment le témoignage d'un centre social en milieu rural qui donc un dispositif de mobilité solidaire qui indique voilà, qui sont en phase d'expérimentation. Alors je sais pas si Jean-Yves Reynery, vous souhaitez dire un mot de votre expérimentation en Haute-Cornouailles, hein, portée par le centre social. Merci Axel Autelet pour le partage d'un documentaire sur le rôle du train en milieu rural sur Vimeo, que je ne connaissais pas, mais sans doute Alexandra, tu connais sans doute ce documentaire. Non, je ne le connais pas, mais je vais le découvrir avec… Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Il y a une question sur le rôle des régions qui a été peu abordée, effectivement. On a parlé plus tôt des intercommunalités, des agglomérations. Le rôle des régions, est-ce que, aussi bien… alors, on en a un peu parlé en région Grand Est, avec notamment l'appel à mission d'intérêt de la région Grand Est auquel vous avez répondu. Est-ce que Bastien, Alexandra, Albine, quel rôle des régions sur les mobilités? Et est-ce que vous avez connaissance d'expériences d'assises de la mobilité régionale réussies et associant notamment les utilisateurs? Là, un témoignage en Bourgogne-Franche-Comté où les assises ont du mal à voir le jour. Est-ce que Alors, peut-être est-ce que je peux aborder la question en tout cas sur le rôle des régions justement dans la mobilité ferroviaire, donc notamment par rapport au financement des TER. Alors, c'est vrai que donc, nous, on travaille en étroite collaboration avec les régions, puisque les régions, effectivement, sont autorités organisatrices de la mobilité lancent, donc vont lancer ou ont lancé un certain nombre de délégations de services publics pour financer les TER. Donc, alors, la question est assez générale. Sur les assises de la mobilité, moi, je ne pourrais pas répondre, mais en tout cas, peut-être juste pour dire, nous, ce qu'on fait quand on travaille avec les régions, donc sur la ligne Bordeaux-Lyon, pour bien comprendre, et c'était le sens de ta question, Anne-Laure, en préparant cet entretien, comment on était complémentaire du service public, donc j'y reviens. On travaille très étroitement avec les deux régions, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec les horaires,istes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les horaires,istes de la région Nouvelle-Aquitaine sur l'articulation de nos services avec les horaires de service des TER. Donc, on est dans une logique partenariale, elles sont tout à fait ouvertes à ce type d'initiative et elles sont tout à fait dans une logique de partage d'informations sur leur choix par rapport à la desserte de tel et tel territoire, par rapport aux horaires qui ont été choisis, etc. Et donc, on travaille vraiment très concrètement avec SNCF Réseau et les régions sur la construction des sillons de circulation en bonne intelligence avec les offres régionales qui sont proposées. Voilà, de manière très concrète. Voilà. Ok. Mais demain, vous pourrez répondre à une DSP régionale ou non? Non. Nous, vraiment, on se positionne sur le service librement organisé. On ne va pas répondre à des délégations de services publics. Il y en a d'autres qui le feront, la SNCF, Transdev et RATP-Dev, et c'est très bien. Nous, notre idée, c'est plutôt d'aller développer des nouveaux services avec les acteurs des territoires, avec les usagers, et d'aller plutôt compléter ce maillage, quoi, combler les trous dans la raquette, si je puis dire, et donc en inventant des nouveaux services, en inventant des nouvelles dessertes en complémentarité des dessertes TER notamment et d'autres dessertes qui sont sur les services librement organisés comme la grande vitesse ou autre. Mais voilà. Ok, merci. Et Bastien, je crois que tu travailles avec la région Bretagne. Oui, très rapidement. Donc nous, on travaille effectivement avec 4 régions. Moi, il y a 2 choses que je pense qu'on peut dire à ce niveau. D'abord, pour ce qui concerne nous, le covoiturage, c'est vrai que la région est une échelle territoriale qui est intéressante parce qu'elle met en œuvre plusieurs types de covoiturage, moyenne et longue distance, au sein d'une région, parce que c'est quand même des covoiturages ce qui peut être assez conséquent. Et puis bien sûr, la mobilité du quotidien, le covoiturage du quotidien, qui sont en fait 2 choses très différentes. Covoiturage moyenne longue distance et covoiturage du quotidien, c'est pas du tout les mêmes approches. Voilà. Bon. L'échelle territoriale est en elle-même intéressante.
là où, et c'est mon deuxième point, là où le rôle de la région est particulièrement structurant et intéressant, c'est quand elle arrive à emmener avec elle les autres échelles de territoire, les autres niveaux territoriaux. Et c'est vrai que dans l'Ouest, la région Bretagne, mais aussi le département du Finistère, les métropoles Rennes, Brest, etc. Et puis, il y en a 70 dans leur regroupement, je ne vais pas toutes les citer, mais on réussit à s'articuler pour offrir une vraie offre de partage des mobilités qui puisse descendre selon les granularités des trajets qui sont effectués. Et c'est vrai que là, la région a un rôle d'intelligence collective à jouer en emmenant les territoires, en créant du lien, en amorçant des dispositifs. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une question sur la gratuité des transports en commun, alors qui est une question plus générale. Pensez-vous que la mise en œuvre d'une gratuité des transports en commun permettrait d'infléchir les comportements autour de l'utilisation de la voiture en espace rural? C'est d'ailleurs un enjeu d'égalité sociale dans la mesure où la gratuité existe dans plusieurs collectivités urbaines. Est-ce que vous avez connaissance de territoires ruraux où la gratuité existe? Moi, je ne connais pas de territoire ruraux où la gratuité existe. Je connais la ville de Dunkerque où la gratuité a été mise en place et c'est un succès, et il faut le dire. Je ne connais pas de territoires ruraux. Je ne sais pas si le Pays de Langue, vous avez connaissance, non de... Donc nous, sur le Pays de Langue, non. Je sais qu'il y a une ville qui fait à peu près la taille de Langue qui s'appelle Bernay, qui a mis en place la gratuité, mais on est sur du transport qui est quand même urbain, certes sur des villes de très petite taille, hein, mais tout dépend si on entend par gratuité dans l'urbain au sens dans la ville-centre d'un territoire ou entre les différents bourgs de taille différente sur le territoire. Ou pour le coup, là, j'ai pas de retour par rapport à, par exemple, un système de transport à la demande qui serait mis de façon gratuite. Je n'ai pas de retour d'expérience à ce sujet-là. Et peut-être juste pour compléter, parce que ça fait partie vraiment de cette question de la mobilité, qu'on appelle maintenant de plus en plus la mobilité solidaire. C'est comment est-ce que les collectivités peuvent s'appuyer sur de la mobilité individuelle pour la transformer en un mode de déplacement public et du coup venir subventionner selon le type de public ciblé, donc selon les politiques publiques destinées à certaines catégories de population, des personnes qui sont au RSA, des personnes qui sont au chômage, des personnes qui ont une certaine tranche d'âge, et donc qui vont pouvoir venir payer de la mobilité qui n'est pas du transport en commun, et le transport en commun reste l'horizon le meilleur pour la transition écologique, mais qui quand même permet d'accéder à de la mobilité, parfois de façon gratuite ou quasi gratuite, selon la politique publique qui cible le public en question. Oui. Je compléterai aussi effectivement en disant que c'est la grande avancée de cette LOM, c'est qu'au moins on a c'est rentré dans la loi, ne serait-ce que le concept de mobilité solidaire, et que c'est aussi vraiment une opportunité pour arrêter d'opposer d'un seul coup justement d'un côté tout ce qui va être transport délégué par la puissance publique, les transports en commun, etc., et les initiatives portées par des acteurs comme des associations ou des collectifs. Et là, en fait, on a vraiment l'opportunité de faire se rencontrer les deux mondes et du coup d'avoir une meilleure offre qui soit plus lissée et peut-être effectivement des leviers de financement pour les initiatives les plus solidaires. Donc, on est en attente vraiment de ça et cet atelier montre bien aussi que justement, il faut vraiment aller plus les uns vers les autres et arrêter de faire des ghettos. D'un côté, le solidaire social et puis le droit commun. De plus en plus, il faut faire des passerelles entre tout ça. Merci. Merci. Alors, dans le chat, il y a Olivier Jacquin, donc, qui est sénateur de Meurthe-et-Moselle, qui indique qu'il finalise un rapport sénatorial qui doit sortir en décembre sur mobilité dans les espaces peu denses. Voilà, j'imagine que vous avez connaissance de ce rapport sénatorial. Je ne sais pas, Olivier Jacquin, si vous souhaitez dire un mot de ce rapport ou non. Il faut juste que vous allumiez votre micro. Normalement, je pense que ça doit être possible.
Bon, écoutez, je ne sais pas si Jacqueline est toujours là. Il y avait une remarque plutôt de Vanessa Maury, qui est donc salariée d'un centre social en Ardèche, qui indique qu'on remplace les voies ferroviaires par des voies vertes. Ça, j'imagine, Alexandra, que c'est un mouvement que vous avez vu. Est-ce qu'ensuite, on peut reconvertir des voies vertes en voies ferroviaires ou c'est compliqué? C'est compliqué parce que ça coûte très cher. Mais ceci dit, pour montrer justement, c'était pas tout à fait le sens du sujet d'Albine, mais ça va quand même un peu dans ce sens-là de dire n'opposons pas les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a l'Association française des voies vertes et des véloroutes qui est devenue sociétaire de RICOP. Donc, on travaille avec l'Association française des voies vertes et des véloroutes justement sur ce sujet-là parce que les gens l'Association française des voies vertes et des véloroutes a bien compris que l'intérêt, c'était pas forcément de déferrer certains tronçons du réseau pour faire des voies vertes. C'est plutôt de bien penser l'articulation. Donc, on est actuellement en train de réfléchir sur certains territoires très concrets où il y a des décisions qui ont été prises d'enlever effectivement l'armature, la voie ferrée et de mettre des voies vertes où on se dit que non, il faut peut-être réfléchir différemment. Donc voilà, je pense que c'est vrai que enlever une infrastructure ferroviaire pour mettre de la voie verte qui va être utilisée, vous avez raison, essentiellement par la mobilité touristique à certains moments de l'année, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est là où RICOP finalement apporte quelque chose d'un peu nouveau dans le paysage actuel, c'est que cette infrastructure, effectivement, dans le modèle qui était le modèle historique, le modèle de la SNCF de ces dernières années, encore une fois, qui s'est surtout recentré sur le TGV pour plein de raisons, mais ce n'est pas l'objet de ce débat ce matin, on pourrait y revenir à l'occasion, mais du coup, forcément, quand vous n'avez pas d'horizon de remise en fonction d'un service ferroviaire sur une voie ferrée, forcément, vous la déférez. Mais par contre, quand vous avez un nouvel opérateur qui se dit, oui, finalement, cette voie, elle existe, imaginons quelque chose avec les territoires et avec les citoyens et réfléchissons à ce qu'on peut mettre comme train sur cette infrastructure, forcément, ça n'a plus vraiment de sens d'enlever la voie ferrée. Donc, je pense qu'effectivement, tout ce mouvement d'enlever des voies ferrées pour faire des voies vertes, je pense qu'il s'inscrivait aussi dans quelque chose, dans une époque où finalement il n'y avait pas forcément d'alternative. On se disait il n'y a pas de train demain qui vont recirculer sur cette infrastructure, donc bon, voilà quoi. Et je pense que là, voilà, les choses sont en train de changer. En tout cas, je l'espère. D'accord, merci. Alors, il y a Jean-Marie Bourreau qui précise qu'autour de Châteauroux, des communes rurales jusqu'à 20 km de Châteauroux bénéficient de la gratuité des transports en commun. Voilà, donc c'est une initiative en milieu rural de gratuité. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Je vais être un peu spécifique sur le problème du dernier kilomètre, qui est la sécurisation pour les piétons. Des actions à long terme pour améliorer les trajets du piéton. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûre que autour de la table virtuelle, il y ait des réponses à ce sujet qui, je pense, est effectivement un vrai sujet. Peut-être Didier Riquet sur le Pays de Langres. Sur le développement des mobilités douces, il y a effectivement un enjeu sur Langres parce que la gare de Langres n'est pas située à proximité du centre-ville. Donc il y a un dénivelé qui est assez important. Donc on est moins sur le piéton que sur le développement des mobilités douces type vélo à assistance électrique, parce que justement on a des côtes assez importantes. Mais il y a effectivement cette question, le fait d'avoir une gare excentrée du centre-ville nous pose à justement nous poser ces questions. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu une démarche qui a été mise en place, mais c'est en réflexion actuellement. Ok. Merci beaucoup. Une question sur des projets autour du vélo, dans le Pays de Langres peut-être. Alors c'est vrai que on n'a pas abordé, illustré par des initiatives autour du vélo, mais ouais. Sur le vélo, je dirais qu'on en est qu'au balbutiement, au début, sur la question du vélo au niveau du territoire du Pays de Langres. Il y a déjà quelques pistes cyclables qui peuvent exister, mais on n'a pas encore un schéma directeur en termes de politique cyclable à l'échelle du pays. Mais c'est vrai que le potentiel des vélos électriques est encore aujourd'hui à explorer complètement au milieu rural. Hein. Le funiculaire à Langres, dit Lionel Dettino.
Oui, le funiculaire, parce qu'historiquement, il y avait un funiculaire qui desservait le centre-ville jusqu'à la gare de Langres en contrebas, qui a arrêté de circuler au début des années 70. Mais c'est vrai qu'historiquement, avant, on avait une solution qui a marché pendant une grande partie du XXe siècle. Ok, merci beaucoup. Sur, il est 45. ah, pardon. Je vais vous donner un mot, voilà, la parole, un dernier mot à chacun. Merci vraiment beaucoup pour vos interventions. Alexandra? Non, je voulais rebondir sur la question du vélo. Encore une fois, la place du vélo dans les trains et l'articulation train-vélo est extrêmement importante. Donc ça fait partie aussi des choses. Je reviens un peu sur ce que je disais aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que par exemple ce wagon-fourgon qu'on ambitionne d'avoir dans nos trains, c'est vraiment aussi pour permettre l'emport de vélos, de vélos cargo, de vélos un peu compliqués, pas forcément seulement des vélos pliables, etc. Donc c'est vraiment aussi ça, et c'est toute la réflexion qu'on a. Que ce soit avec l'Association française des voies vertes et des véloroutes, que ce soit avec d'autres acteurs d'ailleurs autour du vélo qui nous ont rejoints. Et donc, il y a un cercle de travail qui est en train de se constituer sur ces sujets-là pour vraiment bien articuler train et vélo. Merci. Merci beaucoup. Bastien? Pour reboucler là-dessus, parce que ça fait un petit pont vers la question de la coopérative de données qui me semble assez centrale, parce qu'un des gros enjeux, c'est comment est-ce qu'on articule les différents modes de transport, puisque les utilisateurs, eux, passent de mode en mode. Et pour que ça se fasse bien, le plus nos organisations sont capables d'échanger de la donnée et de mettre de l'intelligence dessus, le plus on se met en position d'y arriver. Mais c'est sûr que c'est par la synergie de nos différents modes de transport qu'on arrivera à faire que la mobilité réduise son impact écologique et soit plus solidaire sur les territoires. Okay. Merci beaucoup. Didier, Albine, un dernier mot, si vous le souhaitez. Effectivement aussi, pour ouvrir sur le vélo, il y a un fort enjeu au-delà des infrastructures, des freins psychologiques de certaines personnes qui ne s'imaginent pas ou qui sont très attachées aux véhicules personnels. Et malgré tout, il y a une part importante des déplacements qu'on fait en voiture, qu'on pourrait faire en vélo ou en vélo assistance électrique. Nous, on a nos adhérents qui est situé sur la communauté de communes des 7 Vallées dans le Pas-de-Calais, donc un milieu vraiment rural, qui expérimente ça en proposant des vélos assistance électrique de prêt, de courtoisie, au lieu d'une voiture lorsqu'il fait quand ses bénéficiaires font des réparations. Donc voilà, c'est avec des petites initiatives comme ça, mais aussi de l'accompagnement et de la formation qu'on peut un peu amener à changer les pratiques. Ok, merci beaucoup. Eh bien, on va devoir terminer sur ce bel exemple, des 7 vallées dans le Pas-de-Calais, qui est pourtant, comme le nom l'indique, un territoire très, très vallonné. Merci beaucoup. Les différentes tables rondes sont effectivement accessibles en replay et donc Véronique nous a indiqué en début d'atelier que vous recevrez tous le lien vers le replay de ce débat. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, très bon week-end. Et puis, je pense que vous pourrez, vous serez pas mal sollicités par les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.